Bonjour Boris Vallaud. Bonjour. Je le disais, Emmanuel Macron au front, le président va au-devant des colères, de toutes les colères. Ça se joue désormais entre lui et la France en colère. Écoutez, il y a une France en colère. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui va au-devant de la France en colère ou si c'est la France en colère qui se porte sur son chemin, parce que j'ai de temps en temps le sentiment qu'il ne la voit pas, qu'il ne l'écoute pas. Vous savez, c'est un gouvernement qui s'écoute plus qu'il n'écoute. Et ça produit un certain nombre de choses. Voilà. Et une France où les foyers de contestation, les motifs d'inquiétude sont de plus en plus nombreux. Voilà. Pas que corporatistes, générationnels. Il y a les retraités, il y a les étudiants, il y a les avocats, il y a les magistrats, il y a les cheminots, il y a mais là, quelle est la solution qui s'offre à lui justement dans ces conditions-là? Parce que lui, il affiche une détermination à toute épreuve. Oui, mais vous savez... Détermination, pardonnez-moi, au service de son élection, avec un projet qu'il a porté aux responsabilités en disant « je fais ce que j'ai dit et je fais ce pourquoi j'ai été élu par les Français ». Mais vous savez, moi je ne crois pas que la démocratie se grandit d'une absence de dialogue social, de débat parlementaire. Il y a ordonnance sur ordonnance et d'une forme de cécité sur ce qui se passe. Moi, là où je suis ennuyé, c'est que je ne sais pas si le président de la République a le goût de la victoire ou le plaisir d'infliger des défaites les uns aux autres. Il est fort, il est déterminé, personne n'en doute. Est-ce que ce qu'il propose est juste? Le problème, c'est pas simplement la commencent à en douter. Le problème, c'est pas simplement la méthode. Mais il y a les deux. Mais la méthode ne doit pas cacher le fond. Vous voyez, ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas seulement le respect de l'ordre public et de l'autorité de la loi. Il y a des violences et il faut les condamner. Il y a un ordre public à respecter. Mais ce qui se joue est beaucoup plus profond. C'est l'avenir du service public. C'est l'avenir de 9000 km de lignes, si on parle de la SNCF. C'est la fin de la démocratisation universitaire, si l'on parle de la faculté. C'est la solidarité entre les générations, si l'on parle de la CSG des retraités. C'est la pauvreté des agriculteurs, si on parle de leur niveau de retraite. Et je pourrais continuer comme cela. Aujourd'hui, il y a une journée interprofessionnelle organisée par la CGT, seule à l'initiative de cette journée de mobilisation. Comment se positionne le Parti socialiste vis-à-vis de cette journée d'action ? Le Parti socialiste a eu un discours clair par la voix d'Olivier Faure, notre premier secrétaire. C'est nous soutenons les mouvements qui sont unitaires. Et puis par ailleurs, nous partageons... Donc pas celui-ci. Celui-ci, c'est une journée qui est organisée par la CGT. Il est normal que ce soit la CGT seule qui y soit dans ces conditions. Voilà. En revanche, le 1er et le 22 mai, le Parti socialiste sera là. Mais il fait le choix, comme le demandent les organisations syndicales, comme le demande Philippe Martinez, comme le demande Laurent Berger, d'être derrière la contestation, en soutien et pas devant. Contrairement à la France Insoumise, c'est ça que vous laissez entendre? Contrairement à rien, je dis juste quelle est l'aspiration des organisations syndicales. Elle est par où la porte de sortie, Boris Vallaud, de ces mouvements de contestation, de cette grève perlée? Les Français s'habituent, finissent par s'habituer, mais la galère persiste pour ceux qui ont à prendre les transports régulièrement. Comment on en sort? Eh bien, en renouant le dialogue, un vrai dialogue. Il n'est pas rompu, le dialogue. Oui, oui, vous savez, un dialogue, il est à deux. Il suppose des compromis. Il suppose de faire réciproquement des efforts. Là, il y a une forme d'unilatéralisme, du gouvernement. Sur la question de la SNCF, comment on en sort? Comment on en sort? Mais vous savez, on était en première lecture de la loi. Elle continue. Est-ce que cette loi répond aux vraies questions? Ni l'Union européenne, ni l'ouverture à la concurrence ne commandent la fin du statut des cheminots, ni le changement du statut de l'entreprise publique qui devient privatisable. Les deux sujets qui ne sont pas réglés en particulier, c'est celui de la reprise de la dette, en dépit des déclarations du président de la République. Ça ne suffit pas, une déclaration du président de la République? Bien non, parce que vous savez, nous avons discuté hier soir à l'Assemblée nationale du programme de stabilité. C'est le programme des finances publiques de la France qui est envoyé à Bruxelles. Eh bien, curieusement, il n'y a rien sur la reprise de la dette de la SNCF. À qui le gouvernement ment-il? À Bruxelles? Aux Français? Aux deux? Cette question n'est pas réglée. Donc il faut une clarification de la part du gouvernement sur ce point-là? Il faut des actes. Il faut des actes. Dans la loi que nous avons discutée, il n'y a rien. Pardonnez-moi, mais des actes sur la reprise de la dette en 2020, ça ressemble à quoi, des actes? Eh bien, ça s'appelle notamment une loi, ça s'appelle des choses qui se traduisent en droit. C'est pas. Regardez dans le programme de stabilité, qui est quelque chose sur lequel on a demandé de nous prononcer par un vote à l'Assemblée nationale hier. Ça n'y était pas. Ça aurait dû y figurer. Voilà, je ne suis pas de nature à faire aveuglément confiance. On l'a bien compris. Le ministre de l'Intérieur a promis de rétablir l'état de droit. Il parlait des facultés bloquées alors que les examens arrivent. Est-ce que quand le ministre de l'Intérieur parle de l'état de droit à propos des facultés, ça vous inquiète ou est-ce qu'il a raison?
Je rappelle que ce matin, même Sciences Po est bloqué pour lutter contre la dictature, disent-ils, imposée par Emmanuel Macron. Ce que je conteste, moi, c'est cette espèce de tentative d'évacuer le débat de fond. Qu'est-ce qui est en jeu dans la contestation des étudiants, fondamentalement? C'est Parcoursup et la mise en œuvre de la nouvelle loi sur l'entrée à l'université. Qu'est-ce qui est contesté? Le fait qu'il soit pris acte du fait que tout le monde ne pourra pas accéder à l'université, qu'il y aura une sélection. Les moyens, ils sont insuffisants, très largement insuffisants. Vous savez, on a à chaque rentrée universitaire, et encore pour quelques années, du fait de la démographie, l'équivalent de 2 petites facultés en plus. Est-ce que les moyens pour accompagner cette augmentation de la démographie sont mis sur la table? Vous les avez entendus réclamer des moyens, les étudiants? Bien sûr. Bien sûr, je les avais, non seulement les étudiants, mais également les enseignants-chercheurs. Un certain nombre d'entre eux dénoncent leurs conditions de travail. Il faudrait entre 800 et 1 million d'euros de plus à chaque rentrée universitaire. Le gouvernement dit que ce sera 200 millions. Et comment ça se passe dans les universités? D'ailleurs, un certain nombre de présidents d'universités le demandent. Ça se passe mal. Ça se passe de façon inégale selon les universités. Il va y avoir des ruptures d'égalité. Donc maintenant, il faut que le gouvernement reprenne l'angle et reprenne le dialogue. Et dans une vraie discussion, pas... Avec qui on dialogue dans ces cas-là? Avec qui on dialogue? Eh bien, en particulier avec les représentants élus des étudiants, ça s'appelle les organisations syndicales. D'accord. Est-ce que ce sont eux qui bloquent les facultés? C'est pas eux qui bloquent, mais c'est eux qui sont les représentants des étudiants, et c'est eux qui, pour une bonne part d'entre eux, s'inquiètent des conditions de mise en œuvre. Il y a aussi les représentants des enseignants. Voilà. Notre-Dame-des-Landes, Nicolas Hulot a appelé à ne pas confondre l'écologie et l'anarchie. Il a raison? Ça, il a sans aucun doute raison. L'écologie n'est pas l'anarchie, et je crois que la réciproque est assez vrai. Mais vous voyez, ne confondons pas tout. Je crois que j'ai écouté Nicolas Hulot, j'ai écouté la préfète qui fait remarquablement bien, je trouve, son travail d'écoute. L'évacuation... Sans succès, cependant. L'évacuation de la ZAD, elle était annoncée comme difficile. Est-ce que le gouvernement n'a pas peut-être sous-estimé la difficulté de l'évacuation? Je n'en sais rien, je ne veux pas faire de procès d'intention. Ça s'enlise. Ensuite, il y a des propositions qui ont été faites d'installer des exploitations agricoles sur le site. Je crois que la porte ouverte par Nicolas Hulot, les zadistes et ceux qui ont des projets doivent s'en saisir. Ils doivent saisir la main tendue par Nicolas Hulot? Je crois que le mot qui était les siens était juste. Merci beaucoup, Boris Vallaud. Dans un instant, la suite de Télématin.